Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se propose un exercice en relation avec le chapitre sur les espaces vectoriels normés. Donc c'est abordable pour tout le monde parce que je vais rappeler une définition, à savoir la définition d'une norme sur un espace vectoriel, donc enfin accessible à tout le monde. J'entends que la définition est introduite la plupart du temps en SP ou en L2. Mais sachant que je vais les rappeler, les manipulations qu'on va faire sont toutes de niveau sup ou L1, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va s'intéresser à une norme définie à l'aide d'une matrice. Donc en ce sens, ce n'est pas un exemple de norme qui est souvent abordé en tant qu'exemple du cours. Donc dans le cours, vous avez vu normalement la norme 1, la norme euclidienne, la norme P plus généralement, et la norme infinie. Mais là, on va s'intéresser à un exemple un peu plus exotique. N'empêche que les manipulations qu'on va faire pour montrer que la norme que je vais définir bientôt est une norme, justement, sont globalement les mêmes que pour la démonstration de tout autre exercice où on doit montrer qu'on a une norme. Donc, je rappelle dans un premier temps la définition. Donc, bien évidemment, c'est un problème d'analyse et j'ai appelé ça une norme définie avec des matrices. Donc d'abord, je rappelle la définition d'une norme. Donc on considère grand K un corps qui est soit le corps des complexes, soit le corps des réels. Et on se donne aussi grand E un K espace vectoriel. On dit que l'application grand N qui va de grand E dans le corps K est une norme sur l'espace vectoriel grand E, si et seulement si elle vérifie les quatre propriétés suivantes. Alors je fais juste une aparté sur la manière dont j'introduis les choses. Ici, j'ai une définition et j'utilise un si et seulement si. Donc ça, ce n'est pas une chose qui est universellement acceptée. Juste, moi j'ai été formaté comme ça, donc je l'écris comme ça, mais sachez qu'il y a beaucoup de matheux qui écrivent juste un si et pas un si et seulement si lorsqu'ils énoncent une définition. Mais pour moi, il n'y a pas ambiguïté parce que dans tous les cas, si c'est une définition, c'est précisé ou non. Et généralement, quand une phrase commence par on dit que, généralement c'est une définition. Aparté terminé. Donc si et seulement si grand N vérifie quatre propriétés qu'on a nommées, à savoir la positivité, la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Ce sont quatre axiomes qu'il faut vérifier pour montrer qu'on a une norme sur un espace vectoriel. Alors pourquoi donner des noms à ces axiomes? Simplement, ça sert à un petit peu organiser les idées, à mettre des mots sur ce qu'on fait, à savoir d'où on en est. Ça facilite un petit peu la démarche. Voilà. Donc je vais passer à l'exercice. Donc j'introduis déjà un entier naturel petit n non nul et je considère l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n. Et je vais considérer du coup l'application grand N qui est définie par, pour toute matrice A dans Mn de R, dont j'explicite les coefficients, grand N de A, ça va être le maximum sur I entier compris entre 1 et n de la somme pour j allant de 1 à n en valeur absolue des coefficients de la matrice. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est ici question de sommer tous les coefficients d'une même ligne de la matrice A en valeur absolue et de s'intéresser au maximum des n sommes que vous allez comparer. Puisque la matrice A est de taille n carré, donc il y a n lignes, et donc on va comparer n sommes. Et on s'intéresse donc au maximum de ces n sommes. C'est comme ça qu'on doit voir la chose. Donc est-ce que ça marche aussi si on avait indicé le max avec J, de sorte qu'on regarde cette fois-ci la somme des coefficients sur les colonnes? Je pense que ça aurait marché aussi. Vous pouvez le vérifier aussi, faire l'exercice dans l'autre sens, je suis sûr que ça marche. Donc on va démontrer que grand N est bien une norme sur l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n. Donc j'ai envie de dire, on va commencer par de l'axiome le plus simple à l'axiome le plus compliqué. Mais en soit, c'est plutôt des recettes de cuisine qu'il faut appliquer à chaque fois. Ça veut dire que pour chaque axiome, il y a généralement une technique qui doit être reçue et qui généralement est valable pour
tout un tas de normes et en particulier celles qui mettent en jeu un maximum. Mais ça, ce sera plus le cas pour l'inégalité triangulaire qu'on va voir plus tard. Là, on va déjà commencer par la positivité qui est claire puisque on met en jeu des valeurs absolues. Vous avez une somme de nombres positifs qui reste positive. Vous en avez n, vous prenez le max et en particulier ce max est positif. Donc il n'y a pas besoin de tergiverser plus que ça sur la clarté de la positivité. Vous pouvez l'écrire comme ça en, en quantifiant directement grand A. Il n'y a pas de problème. Donc c'est généralement ça qui nous sauve avec les normes, c'est qu'elles sont le plus souvent définies avec des valeurs absolues, en fait. Donc positivité, c'est bon. Ensuite, on peut passer à l'homogénéité. Donc l'homogénéité, c'est simple aussi, mais attention à ne pas s'en mêler les pinceaux dans la position du lambda dans la formule de grand N. Pour ça, et notamment lorsqu'on définit une norme avec des matrices, il faut absolument comprendre ce que ça veut dire de multiplier une matrice par un scalaire. Donc là, j'introduis mes objets, je prends une matrice A dans Mn de R et je prends lambda, un réel. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'écrire grand N de lambda fois A? Bah, quand vous écrivez déjà lambda fois A, bien que l'écriture ici avec la matrice, avec ses coefficients, elle est encombrante, l'écriture matricielle, elle permet de voir que lorsqu'on multiplie une matrice par un scalaire, tous les coefficients de la matrice s'en retrouvent multipliés. Et visuellement, on arrive donc mieux à comprendre pourquoi on peut écrire grand N de lambda fois A explicitement à l'aide de ces définitions. Vous voyez que dans la définition avec le max, j'ai bien les coefficients qui sont multipliés par lambda, et ça je le déduis plus ou moins de l'écriture encombrante que j'ai écrit avant. Donc bien sûr là ça reste un cas relativement facile, mais je vous incite à faire cet exercice non pas seulement avec des matrices, mais avec d'autres objets plus compliqués, où parfois c'est pas si simple de voir par quoi on doit où on doit mettre le lambda dans la formule de grand N. Faites-le notamment avec des polynômes, avec des normes qui sont définies avec des polynômes dérivés, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc ensuite, pour montrer qu'on a bien la formule grand N de lambda fois A égale à valeur absolue de lambda fois grand N de A, il suffit simplement de remarquer que lambda ne dépend ni de l'indice J ni de l'indice I, et donc on peut le sortir à la fois de la somme et du max par distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et attention à ne pas oublier les valeurs absolues ou le module si vous travaillez dans le corps des complexes. Voilà. Et donc on peut rendre nos lettres muettes et conclure l'homogénéité. Voilà. Pour l'inégalité triangulaire, ça ne pose pas de problème non plus, puisqu'on va s'en sortir grâce à l'inégalité triangulaire qui est définie sur R et qu'on admet bien sûr et qu'on ne va pas redémontrer, puisque ça prendrait beaucoup trop de temps, à part si on vous le demande, mais généralement c'est pas demandé. Donc là j'introduis une autre matrice B dont j'explicite aussi les coefficients, et cette fois-ci je fixe mon I dans un N. Donc on va voir pourquoi on a besoin de le fixer. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est écrire le max de, de la somme des coefficients AIJ plus BIJ. Donc c'est ce que j'écris ici. Et justement, je ne mets pas l'écriture avec le max au départ, puisque je vais effectuer mes majorations en dehors du max. Et c'est exactement pour ça que j'ai fixé mon I dans un N, parce qu'après, je vais pouvoir le rendre muet et dire que ma majoration, elle est vraie pour tout i, et en particulier, pour le max, elle va être vraie. Donc c'est pour ça que j'effectue mes majorations à i fixé, sans mettre en jeu de max. Et pour ça, je dois bien avoir en tête ce que je dois démontrer, à savoir que grand N de A plus B, ça va être le max, donc sur I, de la somme pour J allant de 1 à N de la valeur absolue de AIJ plus BIJ. C'est pour ça que je fais mes majorations sur cette somme. Donc ensuite, j'utilise simplement l'inégalité triangulaire à l'intérieur de la somme, que je ne redémontre donc pas. Et ensuite, je m'en sors à l'aide de la linéarité de la sommation.
pour arriver à cette majoration. Sauf que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais majorer les deux termes que j'ai simplement à l'aide de ma formule en prenant le maximum euh, pour y fixer. Donc là, j'ai indicé i dans un n, mais j'aurais pu juste indicer mon max avec le i sans préciser qu'il appartient à un n puisqu'il était déjà fixé. Qu'effectivement, j'ai cette majoration qui est évidente, et cette majoration, en plus d'être évidente, elle est égale d'une part à grand N de A et d'autre part à grand N de B. Ce qui veut dire que je peux majorer une nouvelle fois euh, mon terme de départ par grand N de A plus grand N de B. Ensuite, je rends muet I, et comme je l'ai dit, puisque c'est vrai pour tout I, en particulier c'est vrai pour le max, et je peux donc avoir la formule que je veux. Et on a donc démontré, en rendant nos lettres muettes, que pour tout A et B dans Mn de R, grand N de A plus B, c'est bien plus petit que grand N de A plus grand N de B, d'où l'inégalité triangulaire. Voilà. Il nous reste un dernier axiome à démontrer, qui est aussi tout à fait envisageable, si tant est qu'on comprenne ce que c'est qu'un maximum. Donc je rappelle qu'il faut montrer donc que supposant une matrice A dans Mn de R telle que grand N de A c'est le réel 0, il faut montrer que dans ce cas, A c'est la matrice nulle. Comment montrer que A c'est la matrice nulle? Bah, par définition la matrice nulle est la matrice dont tous les coefficients sont nuls. Donc il s'agit de montrer que pour tout ij dans un n, aij, petit a ij est nul. Donc, comment on va faire? Eh ben, il suffit simplement d'écrire ce que ça veut dire que grand N de A est nul. Ça veut dire que le maximum sur I dans un N de la somme pour j allant de A à N de la valeur absolue des AIJ est nul. Allez, il faut comprendre ce que c'est qu'un maximum. Donc là, j'ai écrit une phrase un peu à rallonge, mais il n'y a pas vraiment d'autre moyen de le dire en fait. Comme on a une somme de réels positifs qui est nulle, dans un premier temps, chaque réel sommé est nul. Donc ça veut dire que tous les AIJ sont nuls pour I qui est le max dans un N, qui garantit la somme la plus grande. Mais du fait que c'est un maximum qui est égal à 0, ça veut dire que toutes les autres sommes sont aussi égales à 0, donc pour tout i différent de celui qui garantit le max, et de ce fait, tous les autres coefficients de la matrice sont nuls en fait. Et donc on peut conclure que pour tout i et j dans un n, aij égale nul, et cela veut exactement dire que A est la matrice nulle de Mn de R. Donc je peux écrire mon axiome de séparation qui est donc vérifié, en précisant bien la différence entre les deux zéros. Le grand N de A qui est égal à 0, c'est bien le 0 qui est dans le corps des réels, et grand A, c'est bien la matrice nulle de Mn de R. Et depuis le début, on a bien montré que grand N est une norme sur l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n. Donc voilà, et je rajoute une question en plus. On va montrer une autre inégalité. Celle-ci, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va montrer qu'on a non pas seulement une norme sur l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n, mais aussi une norme sur l'anneau en fait des matrices carrées d'ordre n. Donc ça, c'est pas forcément, alors je ne sais pas si c'est au programme, mais en tout cas, l'inégalité se démontre assez facilement et on va démontrer ça. Ok, donc ce que je commence par faire, bien sûr, c'est introduire A et B, deux matrices de Mn de R dont j'explicite les coefficients. Donc là, pour démontrer ça, en fait, on va raisonner exactement de la même manière que pour l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire qu'on va travailler déjà à I fixer. Mais avant, je dois absolument, avant de fixer I, je dois absolument définir ce que c'est que le produit AB, sinon je ne pourrai pas m'en sortir. Alors, donc là, je note AB, dont j'explicite les coefficients, CIJ, et là, je dois absolument définir ce que c'est que CIJ à partir des coefficients de la matrice A et de la matrice B. Donc autrement dit,
Si vous ne connaissiez pas la formule qui permet de trouver les coefficients d'une matrice obtenue par le produit de deux autres, vous êtes cuit. C'est une formule qui est assez facile à retrouver si tant est qu'on sait effectuer un produit de matrice et qu'on comprend bien la manipulation suivie. Dans ce cas, cette formule-là, avec le CIJ qui est la somme pour k allant de 1 à n des AIK BKJ, est assez facile à retrouver si tant est qu'on sache gérer les indices, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bien, donc maintenant je peux fixer mon i dans un n et effectuer des majorations. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux montrer que grand N de A fois B est plus petit que grand N de A fois grand N de B. Donc sachant que je veux prendre le maximum sur I de la somme pour J allant de 1 à N en valeur absolue des CIJ, je vais naturellement faire une majoration qui va se faire à partir de la somme sur J allant de 1 à N de la valeur absolue des CIJ. Donc je commence, avant de majorer, j'écris simplement ce que c'est que CIJ. Donc je remplace simplement par la formule qui a été établie avant et que vous devez connaître. Ensuite, ce que je fais, c'est simplement que j'utilise une égalité triangulaire, mais généralisée avec n nombres positifs. Et ensuite, j'utilise le fait que le coefficient AIK ne dépend pas de J. Et dans un premier temps, en fait, j'intervertis les deux sommes. Donc ça veut dire que je passe la somme pour k allant de 1 à n avant celle pour j allant de 1 à n. Et ensuite, je peux me permettre de bien les séparer comme je l'ai fait avant, du fait que AIK ne dépend pas de j. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est majorer euh, la somme pour k allant de 1 à n de la valeur absolue des AIK en prenant simplement le maximum sur k. Et là, on note qu'on prend un k tel qu'on le quantifie dans un n, tout simplement parce qu'ici, ma majoration, je ne la fais pas sur i. Ma majoration, par contre, de la somme pour j allant de 1 à n des bkj, je vais la faire sur i, donc je ne vais pas avoir besoin de quantifier. Mais là, je dois absolument quantifier, puisque k, ici, est une lettre muette, et donc je peux effectuer ma majoration, comme je l'ai fait dans l'inégalité triangulaire d'avant, tout simplement en prenant le maximum sur k, et ça, c'est exactement grand N de B, hein. Quand bien même on a un maximum sur k, k reste une lettre muette comprise entre 1 et n, mais je ne pouvais pas prendre i puisque je l'avais déjà fixé. Donc c'est pour ça que la formule du max est tout à fait envisageable si j'indice avec un autre indice, si tant est qu'il varie aussi de 1 à n. Donc là, c'est vraiment des rappels de sup que je fais qui ne sont pas inintéressants parce que quand même on peut s'en mêler les pinceaux dans la manipulation des indices. C'est donc toujours intéressant de comprendre ce qu'on fait. Donc j'ai ma première majoration et je vais effectuer la deuxième tout simplement en effectuant la même chose mais cette fois-ci à i fixé et je peux donc majorer la somme pour j allant de 1 à n de la valeur absolue des CIJ par grand N de A fois grand N de B. Je conclus en rendant définitivement muet i et en disant qu'ici j'ai une myriade d'inégalités et en particulier cette inégalité elle est vraie pour le max et comme le max sur i est tout simplement égal à grand N de A fois B, j'ai bien la majoration souhaitée et je peux conclure définitivement en rendant muet a et b en disant que grand N de A fois B c'est bien plus petit que grand N de A fois grand N de B. Voilà. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Donc c'est un petit peu une recette de cuisine à chaque fois, hein, les choses qu'on fait pour démontrer qu'on a une norme, notamment qu'on a une norme introduite avec un max. Ici, le fait qu'on a une matrice définie avec des matrices dont on explicite les coefficients, c'est surtout entre guillemets compliqué dans la mesure où on a beaucoup d'indices et il faut faire attention, notamment avec les majorations dans l'inégalité triangulaire ou ici, faire attention à ce qu'on rend muet et à ce qu'on quantifie. Voilà. À ce qu'on fixe, pardon. Mais sinon, les difficultés restent moindres si tant est que vous ayez bien bossé en sup, hein. Sinon, il faut juste comprendre les définitions et tout coule de source. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.